7h36, quasiment 37 sur la première. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais, disait saint Paul. Voilà, on commence par une citation. Lui, le mal, il le documente depuis des décennies, assouvissant ainsi, il nous le confirmera ou pas, une passion obsédante pour les tyrans. Après son portrait, ou plutôt l'autoportrait filmé du dictateur ougandais Idi Amin Dada, c'était dans les années 70, du sulfureux avocat Jacques Vergès, l'avocat de la terreur en 2007, le cinéaste suisse Barbet Schroeder s'est intéressé à une nouvelle figure du mal, le moine bouddhiste anti-musulman ou islamophobe Viratu. Il en a fait un film présenté à Cannes, actuellement sur les écrans de l'Hexagone, avant sa prochaine sortie en Suisse romande. Barbet Schroeder qui nous fait le grand plaisir d'être notre invité ce matin à Lausanne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous avez mis une casquette parce qu'il y a quelques projecteurs de télévision dans le studio. C'est de la radio, mais de la radio filmée. Hein. Oui. Un peu éblouissante peut-être, on s'en excuse. On va parler d'images avec vous, on va parler du mal. Vous êtes cinéaste, vous êtes producteur, vous êtes acteur. Producteur, vous l'avez fait notamment avec des films de Rivette, de Romer, Manu Chemaud. Pour vous situer auprès de nos plus jeunes auditeurs, vous avez fait vos débuts lors de la Nouvelle Vague, vous avez été assistante Godard, vous fûtes aussi l'homme de quelques films hippies comme More, comme La Vallée, film générationnel avec les musiques des Pink Floyd qu'on connaît bien, des films hollywoodiens et puis des documentaires ou des portraits de tyrans, de personnes ambiguës. On vous attribue le qualificatif de cinéaste du mal, j'ai lu ça plusieurs fois. Est-ce que ça vous va ou est-ce que le mot n'est pas adéquat? Moi, ça me va très bien. Le mal est un sujet absolument intarissable puisque si on veut parler de l'homme, on parle du mal. On peut pas les séparer. Et mes cinéastes du mal, je dirais que j'ai essayé de faire une trilogie du mal. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire. Mais j'ai fait une trilogie documentaire qui essayait de montrer le mal de près, d'une manière documentaire, sans jugement, en laissant les gens s'exprimer. Et ça, évidemment, ça crée un très grand malaise parce qu'on s'aperçoit que les gens qui sont responsables du mal sont des gens tout à fait humains et normaux et ne sont pas les monstres qu'on imagine. Donc c'est très effrayant et très sain de savoir ça. Vous ne dénoncez pas, vous ne jugez pas dans vos films. Vous laissez le spectateur juger ? Oui, enfin, quand il s'agit de quelque chose de très extrême comme mon dernier film, puisqu'il s'agit quand même d'un génocide qui n'a pas encore démarré, mais qui est en cours, je ne pouvais pas vraiment rester complètement en retrait, et j'étais obligé quand même d'intervenir un petit peu par le montage pour diriger un petit peu le spectateur, parce que je me serais senti mal. Justement, c'est le mal le plus absolu, le génocide. Donc, j'étais quand même j'étais très inconfortable. C'est pas un film facile. Oui, c'est donc ce moine bouddhiste, et vous êtes un bouddhiste, vous êtes pratiquant du bouddhisme, Viratu, génocide, ce suit des minorités musulmanes dans ce pays, la Birmanie. Il y a les Rohingyas, il y a Aung San Suu Kyi aussi, on pourra parler de son rôle, qui a un rôle assez délicat. Qu'est-ce qui est fascinant dans ce personnage maléfique? Vous l'avez dit, vous avez été assez mal à l'aise. Vous recherchez ce malaise aussi? C'est une bonne trame dramatique et narrative? Non, tout simplement, j'essaye de comprendre. Et quand je vois que le bouddhisme a créé quelque chose d'aussi aberrant que le début d'un génocide, c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi, qui a quand même essayé de comprendre le bouddhisme pendant une partie de ma vie. Et donc, j'ai voulu savoir comment c'était possible. Et puis, j'en suis venu à la conclusion que dans toutes les religions, il y a de la place pour la haine. Vous avez la prétention de changer les choses ou de changer le monde avec un film. Vous l'avez dit, je suis intervenu avec le montage. Est-ce qu'il a déjà changé les choses sur place en Birmanie, ce film ? Ce n'est pas du tout mon but. Mon but n'est pas du tout de faire des films militants ou polémiques, etc. Non, c'est de montrer les choses aussi dérangeantes qu'elles soient. Et il se trouve que les feux qui ont été braqués sur ce Viratu, donc je n'ose même pas l'appeler de son nom normalement, je l'appelle W, et c'est pour ça que le film s'appelle Le Vénérable W.
vénérable est évidemment un qualificatif qui est ironique. Et donc, c'est vraiment pour essayer de comprendre comment c'est possible. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de religion plus raisonnable, plus qui fait le plus une valeur suprême de la bonté, la gentillesse. Il y a vraiment peu de religions. Toutes les religions prônent la douceur, la gentillesse. Le christianisme aussi a fait pas produit mal des de mal en choses. son temps, oui. Quel est le fil conducteur, j'allais dire, quel est le plus méchant, c'est pas le qualificatif, le plus maléfique des trois, puisque vous parlez de trilogie. Amin Dada est plutôt un personnage d'opérette, un peu naïf, voire innocent. On le sentait comme ça en voyant cet autoportrait filmé par vous. Vergès lui représentait le terrorisme et Viratu, l'islamophobie. Est-ce qu'il y a une trame, enfin, qu'est-ce qui se dégage entre les trois? Un point commun peut-être? Oh non, c'est chaque fois des formes différentes, c'est chaque fois des choses effrayantes qui sont révélées petit à petit. C'est vraiment comme une espèce d'enquête à suspense où on découvre petit à petit des choses qu'on était à milieu d'imaginer. Et non, Amin Dada, c'était quand même quelqu'un qui était responsable d'environ 300 000 morts. C'était quand même un dictateur sanguinaire. Peut-être que le moins terrible des trois, celui qui avait le moins de sang sur les mains, c'était peut-être Vergès. Mais il était quand même une cheville ouvrière dans la naissance du terrorisme aveugle qui a commencé. Il s'est occupé de ça au début. On parlera du terrorisme dans un instant. Filmer le bien, par opposition au mal, est moins intéressant cinématographiquement, Barry Schroeder? J'ai bien peur que oui. Vous êtes comme les journalistes, au fond, vous ne vous intéressez seulement qu'à ce qui ne va pas, aux problèmes du monde? Non, je m'intéresse à la nature humaine. Et le bien n'est pas porteur? Le bien existe moins. Il existe, mais il faut vraiment le rechercher et le séparer. On ne peut pas les séparer, les deux. Alors donc, voilà. Mais sur le plan de l'image, ça ne vous parlerait pas de filmer une histoire positive, si je puis m'exprimer ainsi? Oui. Vous l'avez peut-être fait dans d'autres films. Il y a eu, dans votre période des années 60 ou 70, quoique La Vallée où Mort ne se termine pas extrêmement bien. Non, pas du tout. Vous n'avez pas envie de filmer le bien? C'est pas du tout des films hippies, comme vous avez dit, pour moi. Oui, ça a été interprété comme ça, en tout cas, à l'époque. On parle du bouddhisme, religion par nature pacifique. L'islam aussi, quand on lit les textes, en tout cas. Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre ce qui se passe avec le génocide des Rohingyas? Enfin, ils sont 4% les musulmans dans ce pays qui est la Birmanie. Très peu de musulmans aussi en France, très peu de musulmans aussi en Suisse. Et pourtant, beaucoup sont stigmatisés, voire même plus. Est-ce que vous feriez des parallèles là? Ce qui est intéressant, c'est pas le nombre qu'il y a, parce que bon, disons qu'il y a 4% de musulmans en Birmanie, dont la moitié seulement sont des Rohingyas, ceux qui sont victimes de ce génocide. Et disons qu'en France, par exemple, il y a 7,5%. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le nombre réel, c'est le nombre qu'il y a dans la tête des gens. La peur fantasmée. Et dans la tête des gens, il y a 32 ou 33%, alors qu'en réalité, il y en a 7 en France. Et j'ai montré une charte dans le film à un moment où on voit la réalité des chiffres et le fantasme qui est la source de tous les problèmes et de tous les racismes et de toutes les peurs. Donc c'est un film sur la Birmanie qui doit être lu en France, en Suisse, en Allemagne, en Europe? Malheureusement, ce film témoigne d'un phénomène mondial, le phénomène du nationalisme. Et c'est reproduit partout. Et par exemple, ce moine Viratu, il adore Marine Le Pen et Trump. Il en fait l'apologie. Donc il se trouve du même côté. Et donc il y a un populisme et un nationalisme qui sont les nouvelles
les nouvelles modes autour du monde et qui sont assez préoccupantes. Oui. À propos de nationalisme, vous avez probablement vu qu'Oliver Stone, votre collègue réalisateur américain, est allé filmer Vladimir Poutine. Je crois que le premier épisode a été diffusé ces jours. Est-ce que vous allez voir ce film? Est-ce que la démarche vous intéresse? Je n'ai aucun respect pour Oliver Stone, documentariste. Je trouve que c'est un charlot total, ridicule. Il va filmer pendant 3 semaines n'importe quoi. Castro, l'homme qui a été à l'origine de la débâcle du Venezuela, il trouvait que c'était un type formidable. Bon, alors qu'il aille les filmer, c'est formidable. Mais il va pendant 3 semaines, il ramasse un petit peu, il fait pas de montage, c'est moins que de la télévision. C'est quoi, c'est de la propagande pour vous? Bon, ça, je ne sais même pas. Je ne veux même pas le critiquer de ce côté-là. Pour moi, c'est du travail mal fait, c'est sans intérêt. Moi, quand je passe sur tous ces documentaires-là, j'ai minimum 6 mois de montage. Sur le Vénérable W, 9 mois de montage. Je considère que ça représente un certain travail. Autrement, c'est même pas de la télévision ce qu'il fait d'Oliver Stone. Donc, il arrive à attirer les médias parce qu'il a filmé Poutine, mais je suis persuadé qu'il y a... Bon, c'est toujours intéressant, mais je pense pas que ce soit quelque chose de respectable. Vous filmeriez Poutine, vous? Ça vous intéresserait? Je crois que c'est trop tard. J'aime découvrir des choses et puis... C'est un personnage trop connu. Je ne crois pas que j'arriverai à appliquer mon système qui est de le faire parler. Lui, il a tout un programme de show qu'il veut vous montrer de lui-même. C'est comme Trump. Je ne vais pas faire un film sur Trump. Il s'occupe lui-même de faire... C'est une magnifique matière narrative. Mais il le fait lui-même. Tous les jours, il fait une série de télévision absolument palpitante où on veut toujours savoir quel est le prochain épisode. Et donc, on ne peut pas faire de documentaire sur Trump. Pourtant, beaucoup disent que Trump est le mal incarné. Ça pourrait vous intéresser sous cet angle-là, non? Le problème, c'est que... il veut faire du bien, comme tous les gens qui font du mal. Pensez vraiment qu'il veut faire du bien ou il veut faire des affaires avant tout? Non, je crois que les affaires, c'est du bien pour lui. Oui, oui. Vu comme ça, oui, non, il faut essayer de se mettre de son point de vue. C'est effrayant parce que c'est une décadence telle de l'humanité que c'est effrayant de voir ça sous nos yeux. Je ne pensais pas que de mon vivant, je verrais ce phénomène-là. Si on avait diffusé des images des camps de la mort durant la Deuxième Guerre mondiale, quelle histoire, quel cours aurait pris l'humanité selon vous? Parce que là, on parle vraiment du pouvoir des images, et vous le dites par rapport à votre dernier film. Vous avez énormément travaillé là-dessus. Matière narrative, vous en avez fait une œuvre artistique. Le pouvoir des images aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut le comparer à il y a 70 ans? Si on avait filmé les camps, il se serait passé quoi? Vous avez pensé à ça? Moi, vous qui avez filmé Vergès? Je pense qu'il serait passé ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des machines bien huilées qui auraient expliqué que c'était des faux, que c'était pas vrai, qu'il fallait comprendre que en fait ça voulait dire autre chose, que c'était etc. Ou ils inventeraient n'importe quoi. On invente des fausses news, on invente n'importe quelle justification. Assad est un modèle de ça. Il explique que pas du tout, etc. Donc ça serait ça. Ça aurait été ça. Ça change pas vraiment le monde. Bachar el-Assad, vous me tendez la perche. Vous, comme cinéaste, artiste, vous vous intéressez à ce personnage? Bah oui, je suis obligé parce que depuis Hitler, on n'a pas fait mieux. Ou pire. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Et vous iriez jusqu'à en faire une trame narrative? Enfin, lui aussi pourrait figurer dans votre galerie? Non, parce que je préfère un peu découvrir des gens qui ne sont pas entourés de machines médiatiques, et je préfère faire un travail autour de gens qui sont moins connus. Le moine Viratu utilise beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser sa propagande islamophobe. C'est une autre chose qui explique aussi à quel point il est contemporain de nous. C'est le diable, les réseaux sociaux, parfois? J'y mets un point d'interrogation et aussi quelques guillemets. Disons que c'est très dangereux. Si on peut faire courir une fausse rumeur,
toutes les théories de conspiration sont effrayantes. Elles marchent pas seulement sur les réseaux sociaux, elles marchent sur YouTube. Il y a des courts-métrages qui sont bâtis, qui font croire à des conspirations, qui sont des choses extrêmement dangereuses, parce qu'il y a des tas de gens très raisonnables qui y croient dur comme fer. Et votre réponse, c'est le cinéma, mais qu'est-ce qui nous fait croire au cinéma aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux ? Ben moi, le cinéma, il me permet d'en savoir plus, mais avec une réflexion qui passe à travers le montage et qui demande beaucoup de temps. Jacques Vergès est aussi l'avocat de la terreur, donc du terrorisme. On va y venir à travers un article, un ou deux articles de presse. Esther Coco et Valérie Droux sont avec nous, ils lisent la presse tous les jours. Dans la Tribune de Genève, on a l'interview d'un spécialiste du terrorisme qu'on connaît bien, Jean-Paul Rouillet. Il réagit aux arrestations de terroristes présumés à Meyrin et Aubonne. Il explique ce qui a changé dans le djihad suisse. Le djihad suisse n'est plus exogène, mais endogène. La Suisse ne subit plus de djihadisme importé, dit-il. Un vivier djihadiste helvétique est en train de se créer. Ses membres ont grandi en Suisse. Ils iront en prison quelques années en Suisse. Ils sortiront et certains prépareront la suite. Notre pays entrera alors dans la même dynamique que plusieurs autres pays européens. Le Tagesthener Zeiger publie les résultats de 2 ans d'enquête sur ces djihadistes de Suisse. Sur les 72 voyageurs du djihad recensés qui sont allés se battre en Syrie ou en Irak ou qui ont eu l'intention de le faire, 25 ont un passeport suisse. Ces soldats de Dieu, comme les appelle le journal, ont principalement des origines balkaniques, Bosnie en tête. La plupart se sont radicalisés dans des petits groupes influencés par des personnalités charismatiques comme des imams ou des adeptes d'arts martiaux, davantage que sur Internet. Mais, tempère le journal, ces djihadistes représentent une minorité des 350 000 musulmans de Suisse, statistiquement 1 sur 5 000. Donc, dans l'avocat de la terreur, il y a évidemment le terrorisme qui apparaît beaucoup, plus qu'en filigrane, la Rote Armee fractionne, les Palestiniens. Est-ce que le terrorisme, Barbet Schroeder, peut avoir éventuellement de justes causes ? Quand il s'agit d'aider un pays à accéder à l'indépendance, comme ça a été le cas pour l'Algérie, on peut discuter. Mais bien sûr, tout ça, une fois qu'on commence dans cette voie-là, il n'y a pas de limite. Et je suis complètement d'accord avec cette idée maintenant qu'il y a des djihadistes, par exemple, qui sont de souche suisse. Moi, je vois le futur avec des djihadistes qui ne sont même pas musulmans. C'est devenu une mode, c'est devenu l'idée de copier quelqu'un qui a fait quelque chose et qui est devenu célèbre en faisant quelque chose. C'est l'islamisation de la radicalité, comme disait Olivier Roy, un célèbre islamologue. C'est pas le contraire. Hein. C'est ça, oui. Et puis, oui, c'est une manière de se faire connaître, une manière d'être dans les news. Et bon, on voit maintenant que pour retourner quelqu'un, pour transformer quelqu'un en islamisme, il faut 2 ou 3 mois au téléphone. Un type qui sait leur parler, 3 mois, il arrive à transformer quelqu'un. Vous pourriez faire le portrait d'un jeune militant de Daesh. Ça, ce serait quelqu'un d'inconnu qui serait aussi à découvrir peut-être. Oui, effectivement. S'il avait une personnalité intéressante, mais j'ai bien peur que justement, ils ont très peu de personnalité. Oui, effectivement, ils s'en cherchent une et une identité à travers ça. C'est en cherchant une qu'ils trouvent une cause qui leur donne un petit peu de semblant d'existence, et c'est ça, je crois. Votre prochain film, j'imagine que vous y pensez, Barbet Schroeder, sera aussi sur le mal, sur un personnage qui l'incarne ? Bon, toujours d'une manière ou d'une autre, mais pour l'instant, j'ai fait 2 films coup sur coup, qui m'ont pris 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, l'un après l'autre, sans m'arrêter. Amnésia, qui était un film de fiction. Avec un retour à Ibiza, oui. Et Le Vénérable W. Donc je me suis forcé maintenant de ne pas penser à mon prochain film pendant 6 mois. Oui, seulement. Ne même pas le faire rentrer dans ma tête sous aucune forme. Voilà. Vous avez le passeport suisse. Est-ce que la Suisse vous intéresse en tant que cinéaste ? Parce que beaucoup ont dit que c'était là, que se nichait le cœur du monstre. Hein. On se souvient de Jean Ziegler qui expliquait qu'il voulait aller combattre auprès de Che Guevara, qui lui a dit non, reste en Suisse. C'est là qu'est le cœur du monstre financier, etc. Les comptes des dictateurs y reposent. Vous voyez aussi la Suisse comme ça, comme le cœur du monstre ? Oui, c'est-à-dire que je suis à la recherche d'images et je vois absolument, mais je crois que ça serait plutôt la matière
une matière pour un littéraire. C'est-à-dire que les images, s'il s'agit par exemple de banque, c'est pas possible de... D'un banquier, peut-être oui, peut-être. C'est pas un pays filmable, la Suisse, en tant que tel? Si, non, c'est très, très filmable. Mais disons que si on veut commencer à chercher le mal, il est vraiment pas... Il est très difficile à voir, oui. Vous vous intéressez au cinéma suisse en tant que tel ces dernières années? Bien sûr, non, ça a toujours été, depuis assez longtemps, un cinéma très riche, oui. Il était aussi partie prenante de la nouvelle vague. Hein. On peut mettre Tanner et Godard, dont vous fûtes assistant dans cette nouvelle vague. Oui. Est-ce qu'on en est encore là? La nouvelle vague, c'est les Lionel Bayer, les Jean-Stéphane Bron, etc. Absolument. C'est des extraordinaires talents qui sont apparus et desquels on n'a pas fini de parler. C'est vraiment l'équivalent. Quand il y a autant de talents en même temps dans une même génération, c'est formidable, c'est un signe, oui. C'est un bel hommage. J'ai lu une citation de vous, une interview qui date de l'an passé dans Le Monde, à propos du mal. Je venais de découvrir un filon à 12 ans, être un personnage maléfique, faire peur aux autres tout en étant absolument innocent. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Oui, absolument. C'était à propos de Von Bülow. Oui, le mystère Von Bülow, 1990. J'avais quelque chose avec Von Bülow, j'arrivais bien à le comprendre parce que lui, il adorait... Accusé d'avoir assassiné sa femme, je le rappelle. Il adorait jouer là-dessus et faire croire que c'était possible qu'il l'ait fait et laisser l'ambiguïté là-dessus. Et moi, j'arrivais de Colombie et j'étais dans un lycée français à l'âge de 12 ans. Et comme j'étais plus grand que les autres, que j'étais différent, j'avais grandi sous les tropiques. Et quand il se passait quelque chose, un vol, n'importe quoi, tout de suite, on me soupçonnait. Et moi, évidemment, c'était mais à 10 000 lieues de penser, même de connaître ce dont on m'accusait. Mais ma tendance, c'était pas de dire oui, c'est moi qui l'ai fait, mais de laisser l'ambiguïté. Et à tel point que certains de mes camarades de classe y croyaient. Et ils en parlaient à leurs parents, et leurs parents disaient surtout ne t'adresse pas à lui, ne lui parle pas. À ce moment-là, je m'amusais à m'approcher d'eux tous les matins et essayer de leur parler et de les regarder comment ils essayaient d'éviter de me parler. Vous êtes vraiment innocent, Barbet Schroeder? Moi, à l'époque, j'étais complètement innocent. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très désenchanté. Merci infiniment d'avoir été notre invité. La sortie de W, c'est en Suisse au mois de septembre. On le sait, on peut préciser des dates? Je ne sais pas, malheureusement. Pour le voir, il vaudrait mieux aller à Genève, où du 14 juin au 4 juillet, j'ai une rétrospective complète de tous mes films. C'est la rétrospective qui a été inaugurée au Centre Pompidou et qui a passé pendant les derniers 4 mois. Et donc, ça, c'était un événement à Paris. Et maintenant, j'espère que c'est un événement à Genève. Oui, mais du 14 juin au 4 juillet. Mais vous n'êtes pas assuré d'avoir une sortie en Suisse, c'est ce que vous nous dites? Pour l'instant, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement à quelle date elle aura lieu. C'est plutôt ça, oui. Oui, elle aura lieu, ce qui est dommage parce que il y a eu une presse tellement énorme en France que je suis sûr que les gens seraient contents de pouvoir aller vérifier ça sur place. Bon, les distributeurs nous écoutent ce matin, à coup sûr. Merci beaucoup, Barbet Schroeder. Ok. C'était un plaisir.